Très bien, donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconf. Pour commencer, je vous propose de définir ou de rappeler une définition de l'économie circulaire. Donc même si aujourd'hui on est encore principalement dans un modèle d'économie linéaire, dans lequel on prélève des ressources naturelles en amont, des matières premières et de l'énergie, pour produire des biens et services, les utiliser, et en fin de vie, ces produits deviennent principalement des déchets qui sont rendus au milieu naturel. Donc deux grands impacts, un sur le prélèvement des ressources et puis un sur, en aval, la pollution engendrée par les déchets et pour le CO2, même si c'est pas forcément vraiment un déchet, son impact sur le climat. Donc l'économie circulaire, quant à elle, elle cherche à boucler tous les flux, à tous les étages, que ce soit au niveau d'un produit ou service lorsqu'on le conçoit ou on le fabrique, ou que ce soit à l'échelle d'un territoire, comme on va le voir, pour réduire de façon significative ces deux impacts sur les ressources et sur la pollution, voire même, et ce qui est plus intéressant, de créer des impacts positifs. Alors, je vous laisse voir les définitions des principaux processus et activités qui sont à l'œuvre dans l'économie circulaire, de l'éco-conception à l'écologie industrielle et territoriale, qui s'inspire beaucoup de la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets, non pas qu'ils ont disparu, mais qui sont des nutriments pour les êtres vivants. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Et aujourd'hui, nous allons surtout parler du recyclage. Le recyclage qui permet de réutiliser les matières et donc qui est donc une des composantes de l'économie circulaire. Alors, il se trouve que l'économie circulaire porte des enjeux très importants en matière économique et donc en matière sociale avec la création d'emplois, mais également en matière d'empreinte carbone. Donc, je vous laisse découvrir les chiffres concernant les bénéfices économiques publiés par la Fondation Ellen MacArthur en collaboration avec McKinsey et Sun, qui, comme son nom l'indique pas, est une fondation allemande, issue de la Deutsche Post. Ce qu'on voit, c'est que les chiffres pour l'empreinte carbone sont tout à fait spectaculaires, puisqu'on parle de division par 2 de l'empreinte carbone à l'horizon 2030 et d'une réduction d'un abattement de 84% à l'horizon 2050, ce qui est, en fin de compte, même supérieur au facteur 4 qu'on a envisagé dans les précédentes discussions. Alors, un agenda assez riche, une actualité assez riche en ce qui concerne l'économie circulaire. On a eu cet été donc les assises de l'économie circulaire avec l'ADEME et l'Institut de l'économie circulaire. Il y a eu récemment, mi-septembre, les États généraux du Grand Paris, à l'occasion duquel le Auré a publié son étude sur laquelle on va revenir juste après, l'économie circulaire au service de la préservation du climat. Et vous voyez que il y a plusieurs publications donc sur le sujet. Il y en a certainement d'autres, mais qui parlent de l'économie circulaire et du climat. Voilà. À ce stade, l'introduction étant faite, je vous propose peut-être un petit sondage pour prendre un petit peu votre avis sur quels sont, selon vous, les principaux bénéfices pour une entreprise qui s'engagerait dans l'économie circulaire. Alors, est-ce que on voit le sondage, Emeline? Oui, c'est bon. C'est bon? Merci. Donc, vous êtes en train de voter. Pendant ce temps-là, je vais vous commenter un tout petit peu ces publications. Donc, la publication Doré sur l'économie circulaire, c'est un document pédagogique qui parle de 7 domaines, donc par exemple l'agriculture, l'énergie, l'eau avec la récupération des calories, le transport, l'énergie, et propose des solutions, des orientations avec des exemples. Donc très bon document pédagogique pour prendre des idées également, pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Et je remercie au passage Auré de nous avoir transmis ce document un peu en avant-première pour préparer cette webconf. CDC Climat également sur le recyclage des déchets ménagers. Là, il s'agit d'un point sur la mise en place de la REP, la responsabilité élargie du producteur sur les emballages ménagers, et des propositions d'amélioration. Et enfin, la publication de l'Institut de l'économie circulaire avec Ernst & Young, qui est une étude assez ambitieuse qui fait le lien entre l'économie circulaire et le climat, propose là aussi des études de cas, des exemples,
et un catalogue, enfin je dirais des orientations regroupées en trois grandes catégories. Donc d'une part, mesurer, comprendre, évaluer, ce qui est un peu le sujet d'aujourd'hui, mais pas seulement bien sûr sur le carbone. Une autre partie sur le financement de la transition vers une économie circulaire, et une troisième partie sur comment lancer la transition à différents échelons, du niveau international aux expérimentations locales. Voilà, donc nous allons maintenant fermer le sondage et le publier. Vous avez voté, donc je ferme le sondage et je veux partager les résultats avec vous. Donc vous voyez que pour la plupart d'entre vous, les avantages résident dans les synergies au sein d'un écosystème, ensuite également beaucoup dans l'innovation, dans les produits et services, et puis pour un tiers, le bénéfice d'image. Donc c'est un sondage intéressant, ce n'est pas l'engagement vers un bénéfice d'image qui vous motiveront le plus. Voilà, donc il est temps maintenant de commencer à parler de l'évaluation des gains CO2 liés à l'économie circulaire. Alors on a vu que l'économie circulaire, elle concerne différents échelons, différentes échelles, depuis les modèles économiques à l'échelle d'un pays ou d'un continent, avec l'étude de la Fondation Ellen MacArthur, jusqu'à l'éco-conception d'un produit ou d'un service. Voilà, donc à chaque échelle, on peut essayer de mesurer les gains CO2. Alors, si on reprend cette étude de la Fondation Ellen MacArthur, en fait, les chercheurs ont identifié les processus qui permettent de réduire les impacts négatifs ou même de proposer des impacts positifs, donc comme régénérer, partager, optimiser, boucler, virtualiser. Le périmètre, c'est l'Europe et trois secteurs d'activité, donc la mobilité, l'alimentation et le bâtiment. Donc ces processus ne s'appliquent pas à chaque fois à tous les domaines. On ne peut pas vraiment virtualiser l'alimentation, mais on peut, dans l'alimentation et l'agroalimentaire, régénérer les écosystèmes, par exemple. On peut partager, mutualiser dans la mobilité. Et donc, Yvan, oui. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. On ne voit pas les slides. On voit encore le sondage. Ah, on voit encore le sondage. Je suis désolé. Donc, je vais masquer le sondage. Voilà. Est-ce qu'on voit le... Oui, c'est bon, on est revenu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on voit donc ces processus qui sont déclinés sur chacun des secteurs d'activité et donc les chercheurs ont évalué la contribution de ces processus dans chaque domaine d'activité pour évaluer les gains carbone. Donc, encore une fois, des gains spectaculaires donc, qui sont à analyser par différence avec un scénario, on va dire, as usual ou en tendance avec des efforts sans aller jusqu'à l'économie circulaire. Le même type d'étude a été faite et publiée par le Club de Rome pour la Suède. Donc là aussi, c'est une approche de modélisation, mais là, basée sur les flux entrants et sortants pour 60 secteurs d'activité. Donc vous voyez des chiffres tout à fait spectaculaires également, 70% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Enfin, lorsqu'on s'intéresse maintenant aux filières, et notamment à la filière des déchets, donc le BIR, qui est le Bureau international du recyclage, a évalué à 500 millions de tonnes de CO2 par an l'évitement donc des émissions grâce au recyclage. Donc uniquement des métaux et du papier, 500 millions de tonnes, c'est pas rien, ça fait à peu près 1% des émissions mondiales. Et en fait là, le principe du calcul est assez simple. On compare l'énergie nécessaire dans les processus de production de la matière vierge ou primaire par rapport à la matière, l'usage de matières recyclées. Alors c'est peut-être pas le plus pertinent pour le papier, mais ça donne quand même une indication et ça montre un moyen de calculer des émissions, des gains carbone dans le contexte d'une économie circulaire. L'ADEME a fait le même type d'étude pour la France, évalué à 19 millions de tonnes de CO2 l'abattement réalisé grâce au recyclage. Alors en France, principalement, eh bien, sur l'acier qui est réutilisé, et recyclé et réutilisé. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on s'intéresse à un projet de territoire, par exemple un projet d'écologie industrielle, qu'est-ce qu'on va gagner en CO2 grâce à ce projet? Là, on va, pour évaluer les gains, rentrer dans une méthode d'analyse des flux, notamment des flux de matière et d'énergie. Donc il y a des techniques, des méthodes, des outils.
qu'on appelle l'AFME, l'analyse des flux matière et énergie, qui permettent d'identifier, de quantifier et de valoriser les flux et d'en déduire des gains CO2. Donc on travaille par scénario, on fait une cartographie des flux dans la situation actuelle et on dit qu'est-ce qui se passe si on mutualise, on refait la valorisation des flux et on regarde ce qu'on gagne. C'est pareil si on utilise le bilan carbone version territoire qu'on connaît bien à la PCC, on fait une photographie donc du territoire avec ses composantes d'activité, on les valorise en CO2 et on les valorise à nouveau en CO2 en disant ben voilà qu'est-ce qui se passe si je prends l'énergie fatale de quelqu'un d'autre, si je réutilise ces déchets, si je raccourcis les circuits, qu'est-ce qu'on gagne notamment en CO2. Donc on travaille par scénario. C'est encore la même chose pour un site qui s'intégrerait dans un projet, puisque le bilan carbone permet de faire l'évaluation carbone d'un site. Et là, c'est pareil, on va faire des scénarios de la situation actuelle versus une situation où on s'intègre à un projet d'économie circulaire, quel qu'il soit, avec des spécificités liées aux flux, et notamment, on va en reparler, les flux liés aux déchets. Alors, on a vu également que ça pouvait concerner l'éco-conception, l'économie circulaire, et là, il va falloir analyser ce qui se passe au niveau d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. Donc, le GHG protocole, qui est bien connu au niveau international, propose un protocole de type analyse de cycle de vie, donc monocritère pour le carbone. On ne va pas s'étendre là-dessus, si ce n'est pour dire que c'est codifié par les normes ISO. Je crois qu'il y aura une présentation au prochain colloque bilan GES de l'ADEME sur ce sujet, le bilan carbone produit par la PCC. Et il y a quand même des particularités liées au recyclage dans cette affaire, justement pour savoir en particulier à qui on donne le gain carbone. Est-ce que c'est aux produits qu'on recycle ou est-ce que c'est aux produits qui utilisent cette matière recyclée? Mais sur ce sujet, je vais laisser la parole à Anthony Goul, qui est le dirigeant de la coopérative MU et qui est le spécialiste de ce sujet. Anthony. Je te remets le micro. Donc en effet, lorsqu'on applique la méthode d'analyse de cycle de vie à un procédé de recyclage, on se pose trois questions principalement. La question de la multifonctionnalité, la question de l'allocation et la question du recyclage en boucle ouverte ou en boucle fermée. Donc la problématique de la multifonctionnalité, c'est se poser la question de à qui, comme le disait Yvan, on attribue les impacts et les bénéfices du recyclage. Est-ce qu'on les attribue aux produits fournissant la matière recyclée ou aux produits utilisants? Le processus de recyclage donc, entre les deux cycles de vie du produit propose deux fonctions, une fonction de traitement de déchets et une fonction de production de matière. La deuxième question à se poser, c'est la question de l'allocation. Souvent, dans un processus de recyclage, on va avoir non pas un produit sortant, mais plusieurs produits sortants. On va pouvoir avoir une matière secondaire principale et des matières secondaires alternatives. La troisième question, c'est est-ce qu'on est dans une situation où le recyclage permet une boucle fermée de matière, c'est-à-dire est-ce que la matière secondaire présente les mêmes qualités que la matière première initiale, auquel cas, en théorie, on peut refaire le même produit avec la matière recyclée, ou est-ce que, à contrario, on est dans une boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on a une modification des qualités de la matière qui nous impose d'utiliser la matière secondaire pour une autre typologie de produit ou un autre secteur d'activité. Donc, dans le cas qui va nous intéresser juste après, donc le cas du recyclage pour RecyWest, on a résolu la problématique de la multifonctionnalité en se concentrant sur la fonction du processus de recyclage de traitement de déchets. Nous n'avons pas fait d'allocation car nous avons considéré que tous les produits secondaires seraient des déchets. Et nous étions dans le cas d'une boucle fermée puisque la qualité de la matière secondaire était similaire, voire supérieure à la qualité de la matière primaire, ce qui permettait donc de rester sur de refaire exactement le même produit avec la matière secondaire. Donc je vais repasser la parole à Yvan.
Merci Anthony. Donc à ce stade, pour terminer cette première partie un peu théorique et de panorama sur les méthodes d'évaluation, deux choses à retenir, je pense. Donc d'une part des enjeux importants liés à la réduction des émissions de gaz dans l'économie circulaire, et ça c'est en fait lié au fait qu'on n'est pas à la marge avec des économies d'énergie ou l'ajout d'un peu d'énergie renouvelable ici ou là, mais on est vraiment au cœur des processus qu'on est en train de boucler, et donc on rentre dans cette fameuse stratégie de découplage de la matérialité de la production, qui est en fait celle qui fait la matérialité, celle qui fait l'empreinte carbone également. Alors ensuite, il y a différents niveaux d'évaluation des gains, notamment ceux d'évitement du CO2, à l'échelle d'un grand territoire, d'un pays ou même d'un continent, d'une filière d'activité industrielle, d'un territoire dans les projets d'écologie industrielle, voire d'un site ou d'un produit ou d'un service. Donc, l'évaluation du CO2 peut se faire à toutes ces étapes. Voilà. On va passer aux questions-réponses dans un premier temps, à la première session. Je vous propose juste avant, si vous voulez bien, un autre sondage. Justement, quel est selon vous donc le principal bénéfice de la mesure des gains de CO2 pour une entreprise? Donc, est-ce que c'est la traduction d'économies en ressources, la contribution à des objectifs à l'échelle d'un territoire, donc plutôt une démarche citoyenne, ou c'est mobilisateur pour les acteurs? Vous êtes en train de voter. Voilà, bientôt, bon, on va pouvoir maintenant partager le sondage. Vous êtes très nombreux à avoir voté, presque la totalité. Je ferme et je publie le sondage. Donc pour la majorité d'entre vous, effectivement, c'est le lien entre l'empreinte carbone et les économies qui présentent le principal avantage. Et puis à part égale à peu près, sinon, c'est de contribuer à des objectifs, on va dire, un peu citoyens, et puis mobiliser les différents acteurs du projet. Merci à vous d'avoir voté. Je vous propose maintenant de poser vos questions, et puis donc que Sandrine va nous transmettre, et nous essaierons d'y répondre par oral pour celles auxquelles nous pourrons répondre, et ensuite par écrit pour les autres. Oui, Yvan. Donc bonjour à tous. Donc j'ai repéré quelques questions intéressantes à vous soumettre. Alors elles sont d'ordre assez général. Donc j'espère, Yvan, que tu pourras y apporter quelques réponses. Notamment, effectivement, tu as parlé de la refonte nécessaire du modèle linéaire aujourd'hui pour aller vers l'économie circulaire. Et donc on est vers une transition des business models. Et donc on me pose la question, justement, existe-t-il aujourd'hui des outils qui permettent d'accompagner les entreprises vers ces nouveaux business models qui ont l'air effectivement d'avoir un impact très 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 positif vis-à-vis de la gestion des gains carbone? Alors effectivement, lorsqu'il y a des démarches ambitieuses comme ça, c'est intéressant de s'appuyer sur des outils. À ma connaissance, aujourd'hui, on a deux types d'approches. On a une approche un petit peu globale à l'échelle des territoires qui cherche à modéliser, à identifier tous les flux et à rechercher des synergies. Donc c'est une approche qui peut être assez longue, qui nécessite d'avoir une organisation structurée et bien managée. Beaucoup de territoires s'engagent là-dessus. Voilà. Et puis il y a une autre famille d'outils qui commence à émerger, qui est plus une approche, je dirais, terrain, dans lesquelles les entreprises peuvent découvrir les opportunités liées à l'économie circulaire en travaillant ensemble ou avec d'autres sur des découvertes, parfois même sous forme de jeux, et également en utilisant des plateformes qui sont entre guillemets pré-renseignées, parce qu'il y a beaucoup de données disponibles, qui permettent d'identifier d'ores et déjà des synergies possibles et ensuite de travailler sur cette première base pour enrichir le dialogue. Donc, à ma connaissance, effectivement, les outils commencent à arriver. On a parlé aussi d'une méthode anglaise
qui s'appelle NISP, qui semble avoir fait ses preuves aux États-Unis, mais en Angleterre, pardon, mais qui, je pense, s'apparente plus aux méthodes un petit peu générales qu'on a commencé à utiliser en France. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, on nous demande également quels sont les secteurs les plus porteurs pour obtenir des gains en CO2 importants. Est-ce que tu as une réponse? Alors, je vais faire une réponse qui peut paraître un peu banale dans un premier temps, mais probablement les secteurs les plus intensifs en CO2 sont ceux qui ont le plus gros potentiel. En général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de possibilités au niveau de l'utilisation des énergies fatales, donc d'utiliser la chaleur produite dans le processus énergétique pour faire autre chose. Donc là-dessus, il y a des exemples assez intéressants dans le document doré. Il y a également, bien sûr, tout ce qui est logistique, la recherche de circuits courts, et puis tout ce qu'on peut, en fait, si vous voulez, mutualiser, donc notamment la gestion des emballages, l'approvisionnement sur des commodités, permet d'obtenir des gains significatifs. Voilà. Alors, à propos des circuits courts, peut-être un petit commentaire. C'est vrai que l'économie circulaire, et notamment l'écologie industrielle, cherche à privilégier les circuits courts, mais autant que possible. Les circuits ne sont pas forcément locaux. Il y a notamment des installations de recyclage ou de valorisation qui sont en petit nombre sur le territoire, et donc on n'a pas forcément des circuits proches. Voilà. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. Je veux juste spécifier à tout le monde que nous n'aurons pas le temps effectivement de répondre à l'ensemble des demandes. Cependant, nous nous engageons à vous répondre personnellement pour pouvoir en fait vous apporter ces éléments que vous nous demandez. Notamment, il y a quand même une question intéressante également sur les opportunités en fait de l'économie circulaire vis-à-vis des présentations que tu as évoquées. Donc, quelles sont-elles essentielles? Est-ce que donc financièrement, réglementairement, techniquement, des principaux freins au développement de l'économie circulaire, excusez-moi. Donc, oui, alors c'est une question que je voulais poser par sondage, mais on va essayer de l'aborder directement. La difficulté que les projets rencontrent, à ma connaissance, dans ce domaine-là, sont plus des difficultés d'organisation. Ça réclame la mobilisation de beaucoup d'acteurs sur un territoire, ça réclame de mettre des synergies entre des acteurs qui se connaissent pas forcément au départ et qui n'ont pas forcément une conscience d'objectifs communs. Et puis voilà, ensuite il faut changer ses habitudes. Lorsqu'on va réutiliser des sous-produits produits par quelqu'un d'autre, il y a des questions de sécurité d'approvisionnement qui peuvent se poser, de qualité de la matière produite par ces sous-produits. Donc il y a un certain nombre de questions qu'il faut lever. Il suffit pas de faire des schémas théoriques pour s'engager là-dedans. En fait, d'une certaine façon, les obstacles peuvent être un petit peu ceux qu'on trouve dans les démarches collaboratives, où il faut se faire confiance, il faut trouver des objectifs communs. Et puis il peut y avoir aussi des obstacles un peu logistiques. Voilà, parce que la logistique a un coût, et si voilà, on cherche à organiser des circuits différents, eh bien il faut s'assurer que les coûts sont compatibles. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'obstacles à l'utilisation plus importante de matières recyclées, qui est liée à la variation des prix des matières premières vierges, qui sont très fluctuants et en phase de moindre croissance ou de décroissance qui chute complètement. Et donc, il y a un certain nombre aussi d'obstacles, on va dire, de rationalité économique qui peuvent intervenir. D'accord. Alors pour rebondir justement sur cette réflexion, on nous demande par rapport aux leviers possibles liés en fait à ce déploiement de l'économie circulaire, as-tu des éléments sur les TVA réduites ou TVA circulaires qui ont été évoqués à plusieurs reprises? Alors, est-ce que cela peut être une opportunité en fait ou un levier intéressant justement pour lever tous ces freins? Alors, c'est mentionné effectivement, c'est une proposition du FEDEREC, effectivement, d'inciter fiscalement à l'utilisation de matières recyclées, proposition qui est reprise dans l'étude publiée par l'Institut de l'économie circulaire et Ernst & Young.
Oui, alors il y a eu des débats d'ailleurs là-dessus aux assises de l'économie circulaire cet été. Cette incitation fiscale serait bienvenue. Certains disent d'ailleurs à titre temporaire pour permettre, je dirais, à cette activité-là d'atteindre une taille critique et ne pas introduire durablement, je dirais, une distorsion. Mais à l'évidence, c'est un sujet qui est en réflexion. Et je suis pas devin pour savoir dans quel sens ça va aboutir. Et enfin, on peut prendre peut-être une dernière question avant que vous passiez sur la suite de la présentation. Donc, notamment, tu as cité effectivement l'étude d'Hélène MacArthur où on cite 84% de réduction de GES avec l'économie circulaire. Donc, on me dit que cette étude fait une définition très vaste de l'économie circulaire, donc en prenant en compte notamment l'efficacité énergétique, l'économie collaborative, etc. dans les calculs. Alors, est-ce que tu es d'accord avec cette définition ou est-ce que tu considères plutôt que l'économie circulaire, c'est plutôt associé aux boucles matières comme recyclage, réutilisation? Alors, je pense qu'effectivement, les études, que ce soit celle de la Fondation Hélène MacArthur ou même celle du Club de Rome pour la Suède, ont un parti pris d'englober tout ce qui, peu ou prou, peut contribuer à des objectifs de réduction d'impact négatif ou de production d'impact positif. Et donc, bien sûr, tout ce qui recourt aux énergies renouvelables, tout ce qui recourt au recyclage, tout ce qui recourt, qu'on faisait finalement déjà avant de parler d'économie circulaire, qui est un concept assez récent en fin de compte. Dans l'étude du Club de Rome, par exemple, pour la Suède, une grande partie des gains est obtenue par la modification du mix énergétique en introduisant des énergies renouvelables. Donc on pourrait effectivement se dire bon, mais il n'y a pas besoin de boucler tous les flux matières pour obtenir ces résultats. Moi, je pense que ce qui est quand même intéressant en prenant ce parti pris, c'est de montrer qu'on a quand même une rupture dans les scénarios tendanciels sur lesquels on travaille aujourd'hui. En quelque sorte, si vous voulez, il s'agit d'une boucle vertueuse où les effets positifs se cumulent, c'est-à-dire qu'en utilisant moins de produits, eh bien, on utilise moins de produits moins d'énergie pour produire ces matières. Et donc, si en même temps on peut remplacer l'énergie par l'énergie moins coûteuse en carbone comme les énergies renouvelables, du coup, comme on consomme moins d'énergie, la proportion du mix vers les ENR augmente encore. Enfin, oui, donc les effets se cumulent. Et je pense que l'intérêt de ce parti pris, de modèle d'économie circulaire, c'est de montrer que lorsqu'on travaille en même temps sur tous les sujets, dans cette logique de bouclage, eh bien, on obtient alors, en théorie, des résultats tout à fait spectaculaires, mais les premiers cas pratiques montrent qu'effectivement, on observe des résultats intéressants.